un petit peu à la carrière de Vanessa Hudgens. High School Musical. Voilà, High School Musical. Peut-être certains J'ai entendu des Et puis jeux vidéo aussi beaucoup. Jeux vidéo. The Last of Us. The Last of Us avec le rôle de Ellie. Et il y a une licence de jeux vidéo pas très connue. Un tout petit projet très indé. Ouais, Zelda quelque chose. Zelda. Il y a Life is Strange aussi avec Steph récemment, May dans Overwatch. Donc tu as Voilà. une belle carrière. En fait, peut-être que vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas mon visage, mais vous m'avez sûrement déjà entendu quelque part. Voilà, pour résumer. Alors je sors mes questions parce que j'aurais dû les sortir un petit peu avant. Prends ton temps, hein. Il n'y a personne de toute façon. On n'est pas du tout professionnel ici. Hein. Voilà, parfait. Du coup, tu as commencé à travailler dans le monde du doublage dans les années 90, fin des années 90. On n'a pas parlé de ta carrière de voix off, j'allais dire, publicitaire et ce genre de choses. Moi, la première conférence que j'ai animée avec toi, c'est il y a 11 ans maintenant, c'était dans ce même événement, qui s'appelait Japan Event à l'époque. Et tu m'avais appris que tu avais été la voix d'Orange. Oui, j'ai fait ce petit jingle Orange. Est-ce que ça parle à des gens un petit peu dans le public, ce petit jingle? Ah oui, je vois des têtes. Peut-être pas les plus jeunes maintenant, parce des que têtes se ça hocher. remonte. Alors, moi j'aurais bien aimé que tu nous parles de ta relation avec les studios Ghibli, parce que ça a démarré, donc on l'a dit, avec la ressortie de Kiki la petite sorcière, et je crois que tu as été choisi par quelqu'un du studio, est-ce qu'on peut le dire? Alors ça c'est pour Nausicaa. En fait, j'ai eu mon premier contact avec le studio Ghibli sur Kiki la petite sorcière, et je trouvais ça déjà dingue d'avoir fait un film de Miyazaki. Et on m'envoie un message. Alors il faut savoir que dans notre métier, on n'a pas de casting, on n'a pas de petite annonce, on cherche une voix pour tel truc, voilà, ça se passe pas comme ça. En fait, on travaille de plus en plus régulièrement au fur et à mesure de sa carrière, on fait des rôles de plus en plus importants. Et puis un jour, des gens qui ont déjà travaillé avec nous, qui ont envie de travailler avec nous contactent pour passer des essais. Et généralement, ils choisissent entre 3 et 10 personnes grand maximum à qui faire passer ces fameux essais. Et ils ne disent pas forcément pourquoi c'est. Donc, alors déjà, il y a de la confidentialité, et puis voilà, ça fait pas partie des codes de notre métier de savoir sur quoi on va travailler à l'avance. Mais là, je ne sais pas pourquoi, on m'a contacté en me disant on double un nouveau Miyazaki, Nausicaa, et on voudrait que tu passes des essais dessus. Donc moi, je ne connaissais pas le film, je suis allée le regarder, et je suis tombée amoureuse de ce personnage, de ce film. Donc j'ai regardé plusieurs fois, j'ai sélectionné un peu les scènes que je pensais être pressenties pour des essais, je les ai travaillées. Ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se préparer, on n'a pas de scénario à l'avance, on n'a pas de préparation sur nos rôles. Là, le cas de Nausicaa est un petit peu particulier puisque c'est un film des années 80 qui ressortait à cette occasion. C'est ça, donc il était dispo en original, sous-titré, mais il n'avait jamais été doublé en français puisque Miyazaki n'était pas connu à cette époque. Et c'est grâce notamment Mononoke et Chihiro qu'ils ont voulu ressortir tous ces anciens films. Donc c'est comme ça qu'on a tout doublé après. Et donc je passe les essais sur Nausicaa, j'étais à fond dedans, vraiment, je voulais absolument avoir ce rôle. Ça me tenait beaucoup à cœur. Et puis on m'apprend que j'ai été donc sélectionnée par les représentants français du studio Ghibli, parmi les 7 personnes, donc c'est déjà, comme je disais, 10 c'est que vraiment grand max, là on était 7 qui avaient passé les essais, c'était déjà énorme. Ils ont pris 3 personnes qu'ils ont présentées directement, donc ils ont envoyé les extraits et les ont fait écouter à monsieur Miyazaki lui-même, qui lui a choisi ma voix. Donc quand j'ai appris ça, j'ai été déjà très honorée, et puis j'ai eu encore plus à cœur de rendre justice à son travail dans mon interprétation de la princesse Nausicaa. Du coup, oui, quand même être choisi par Miyazaki lui-même, c'est pas rien. Bah oui, parce qu'on n'a pas vraiment de contact avec les réalisateurs. On fait des voix françaises, on fait une localisation d'un film ou d'une série. Généralement, les auteurs, les réalisateurs, même les acteurs sont pas très intéressés, puisque on est un petit pays, hein, la France, donc ça les regarde pas spécialement. Et là, lui, il avait à cœur parce que il aime beaucoup la France, il aime beaucoup ce film-là, et
vraiment envie d'avoir ce mot à dire. Donc voilà. Et pour en revenir sur la présence du réalisateur, il n'y a que en création française qu'on a les réalisateurs sur le plateau. Et du coup, ce choix sur Nausicaa, ça a créé un peu une relation de confiance entre toi et le distributeur du studio. Bah oui, vous me rappelez, dis donc. Vous me rappelez, ouais, et à chaque fois, j'étais super surprise. Ouais, parce qu'en fait, les Japonais n'ont pas la même culture. En France, on aime bien changer. On aime bien ne pas avoir toujours les mêmes voix. Voilà, on n'aime pas forcément travailler avec les mêmes personnes. Même si vous allez me dire, on reconnaît souvent un peu les mêmes voix au bout d'un moment. On en reparlera plus tard peut-être. Mais les Japonais, quand ils aiment bien travailler avec quelqu'un, ils me font confiance. Donc c'est comme ça que j'ai eu 4 rôles principaux avec ce studio. Ouais, t'as fait Le vent se lève, toujours du même Miyazaki. Alors j'étais pas en rôle principal. J'ai fait une petite apparition, la colline au Coquelicot aussi, j'ai fait une petite apparition. Et c'est surtout Arrietty, Souvenir de Marnie. Et Anna dans Souvenir de Marnie, très très beau film. Tu parles de relations suivies, tu parles de personnages et de voix qu'on suit. Moi, ça me fait penser un petit peu on en a parlé tout à l'heure, Vanessa Hudgens sur High School Musical. Je trouve cette actrice intéressante parce qu'elle a eu un changement de carrière radical à un moment comme d'autres actrices qui ont travaillé avec Disney Channel. Et passer d'une image de comédienne un peu lisse et familiale en travaillant sur des films un peu plus indépendants, etc. On pense à Spring Breakers, sur laquelle tu n'as pas travaillé, je crois, mais... Si, c'est moi. J'ai toujours... Ouais. Okay. Peut-être que tu m'avais pas reconnu, parce que j'avais bien travaillé mon rôle. Et oui, mais du coup c'est un peu là-dessus que je veux venir. Est-ce que ça n'a pas été... Est-ce que ça n'a pas été trop chamboulant de passer vraiment sur la même actrice? Ça a été génial, c'est génial. Et en fait, aujourd'hui, Vanessa, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est qu'elle fait des films vraiment différents, très variés, avec des rôles complètement éclectiques, et c'est pour ça que j'adore la suivre. On me demande souvent, est-ce que c'est un objectif pour toi d'avoir une voix connue, d'être la voix d'eux? Et je dis que non, parce que ça limite mes chances. C'est-à-dire que si on reconnaît ma voix spécifiquement pour être la voix d'un comédien, d'une actrice en l'occurrence, on va l'entendre partout et je ne pourrais pas faire autre chose. Alors que Vanessa, ça va, elle n'est pas encore... peut-être qu'elle deviendra une énorme star, mais là pour l'instant ça va, ça ne m'empêche de rien. Et au contraire, ça me fait faire des rôles hyper différents et variés. Donc il y a des téléfilms de Noël, il y a des choses très mignonnes, et puis il y a des choses un peu plus dures, il y a du Sucker Punch, il y a des trucs un peu plus barrés et tout. Et c'est génial de pouvoir la suivre. Puis maintenant je la connais bien. Je connais ses petits tics, je connais sa façon de jouer et c'est agréable de la retrouver à chaque fois sur des choses différentes. Est-ce que c'est une inquiétude que tu as eue au cours de ta carrière d'être cantonnée à des rôles sages comme tu... Des rôles de petite fille surtout, parce que j'ai commencé hyper jeune avec des voix d'enfants. Et dans le milieu du doublage, les voix d'enfants sont très demandées. Et si on est adulte et qu'on sait faire des voix d'enfants, on est encore plus demandé puisqu'on ne peut pas faire travailler des enfants. Moi j'ai travaillé, mais il fallait des autorisations de la DAS à chaque contrat, donc c'est quand même un peu lourd comme administratif pour les studios. C'est beaucoup plus simple de travailler avec des comédiennes adultes. Oui, et puis si on fait un film d'horreur, si on fait quelque chose un peu violent, on ne peut pas faire travailler les enfants dessus, c'est quand même un peu difficile. Donc moi ça ne me dérange pas de faire des rôles d'enfants, j'en fais toujours, mais j'avais pas envie de faire que ça de toute ma carrière. Du coup j'ai eu une petite astuce, j'allais en studio et puis je faisais des rôles d'enfants. Et alors je faisais ma petite voix, là, je faisais mon rôle. Oui, salut, ça va, je le fais super mal, désolée. Et puis je me retournais vers le ou la DA, c'est pour directeur ou directrice artistique. C'est la personne qui dirige les comédiens et ça. qui les choisit. Et puis je faisais exprès pour ma grosse voix. Je faisais, qu'est-ce que t'en penses là de ce que je viens de faire? Enfin, je parlais comme ça et j'essayais de parler le plus grave possible. Ça a mis à peu près 1 an de faire ça à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai eu des rôles de plus en plus adultes. Parce qu'ils se sont dit, tiens, je voulais créer le choc en fait. Pour qu'ils se disent, ah mais Adeline, elle a pas que petite voix d'enfant. Je peux peut-être aussi la mettre sur des rôles un peu plus... Pas qu'il y ait de quiproquo sur le genre de personnage que tu es capable de faire. C'est ça, je voulais pas être enfermée. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire beaucoup de choses différentes. J'adore.
J'adore, c'est pour ça on me demande tu préfères faire du dessin animé ou du jeu vidéo? Ben, je réponds pas, je m'en fiche, tant qu'il y a un rôle à jouer et que je change. Si je faisais toute ma vie, alors il n'y a qu'un personnage que je pourrais faire toute ma vie, je pense que c'est Ellie, parce que j'ai vraiment quelque chose avec elle. Mais bon, je pense que quand même au bout d'un moment, je m'ennuierais. J'aime bien varier. Voilà. Alors justement, tu parles d'Ellie. C'est un personnage que tu suis depuis 2013, je crois, oui. Que tu as vu évoluer au fur et à mesure des DLC et puis avec le 2. On en revient un petit peu à ce qu'on disait sur Vanessa Hudgens, de l'évolution d'une carrière, mais là on parle vraiment d'un même personnage qui a gagné en maturité, etc. Toi qui étais déjà adulte au moment où tu as doublé le personnage d'Ellie, qui était donc à ce moment-là une adolescente, une jeune adolescente, comment on interprète ce passage à l'âge adulte, entre guillemets, qui en plus a été un peu anticipé, puisqu'elle a vécu dans un monde pas forcément très accueillant? Alors, j'ai beaucoup travaillé avec le DA sur ce rôle-là, et puis surtout Ashley Johnson en original, qui fait le motion capture et qui interprète Ellie, a fait un travail formidable. Je n'ai eu qu'à la suivre, mais j'ai pas les mêmes. En fait, chaque comédien interprète un rôle avec aussi ses propres émotions, son ressenti, son propre filtre. C'est très personnel. Et dans un podcast sur The Last of Us, Ashley Johnson explique qu'elle, ayant perdu son père très jeune, à l'âge de 16 ans, elle a beaucoup de colère. Elle avait beaucoup de colère en elle. Voilà, elle a traversé ce deuil de cette manière-là. Et elle s'est servie de cette colère pour aller chercher la violence dans le comportement de Ellie une fois adulte. Moi, c'est pas mon cas, j'ai zéro colère. Au contraire, je suis quelqu'un de très zen. J'aime tout le monde, je pardonne tout. Donc le personnage d'Ellie est forcément assez éloigné de moi. Et donc il a fallu que je me mette dans cette peau vraiment, et que j'aille chercher toutes les choses les plus sombres et que je pense à toutes les choses les plus sombres que je pourrais jamais faire dans la vie. Personne ne pourrait jamais faire, on espère, on se le souhaite tous. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, j'ai été chercher ce rôle-là, avec aussi les différents âges. Et en fait, à chaque fois que je devais faire, par exemple, un flashback avec elle, ou revenir un peu à une période plus innocente, plus jeune, puisqu'on la voit à certains moments avec Joël et tout ça, il fallait que je me remémore tout son passif. Alors je me dis, à ce moment-là du jeu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a pris dans la tronche, et ça va influer sur la voix, ça va influer sur le comportement du jeu. Et plus ça va, et plus la voix s'éraille, le ton devient noir, et c'est hyper intéressant à faire comme personnage. J'ai adoré Zelda, par exemple. Zelda, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais quelque part c'est plus facile, entre guillemets, puisque c'est une jeune première, une princesse, voilà, donc le rôle est forcément plus fluide. Aller chercher des personnages un peu fous comme Jinx ou un peu sombres comme Ellie, c'est un travail qui est très très intéressant quand on est comédien. Je suis désolée, je fais des réponses hyper longues. Vous le dites, si... Je pense aussi que les gens sont un peu là pour ça, pour t'entendre de parler de ton métier qui n'est pas souvent mis en avant. Tu parlais de plus en plus. De plus en plus, c'est vrai. On va y revenir, je pense. Tu parlais de jeux vidéo avec The Last of Us, on en avait parlé un petit peu à l'époque de sa sortie, mais la manière dont a été doublé The Last of Us, et notamment certaines cinématiques, ça changeait radicalement du reste de l'industrie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des conditions habituelles et de ce qu'il y avait de particulier dans The Last of Us? Alors, je ne peux pas donner énormément de détails, parce que c'est sous confidentialité. Je n'ai pas le droit d'expliquer en détail comment s'est passé ce doublage. Je peux par contre expliquer comment ça se passe en général, en effet. Alors en doublage de jeux vidéo, c'est très particulier. Vous avez peut-être déjà vu comment ça se passe en doublage normal, c'est-à-dire dans des making-of. Voilà, vous avez vu qu'il y a une bande rythmo, il y a une image, une bande rythmo qui défile en dessous, un peu comme un karaoké. En jeu vidéo, c'est tout à fait différent. J'ai fait une vidéo avec un youtubeur qui s'appelle Sora, et il a fait un petit rôle dans un jeu qui s'appelle Life is Strange. Et dans cette vidéo, on voit vraiment les conditions réelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'image.
d'image, on a juste un texte et on a une forme d'onde. Et on doit être synchrone avec cette forme d'onde. Donc on voit la forme d'onde originale, on l'entend, et puis ensuite il y a une forme d'onde fantôme, grisée, sur laquelle on doit coller, tout en lisant d'un autre œil le texte qu'il y a à côté. Et parfois on a carrément l'image en plus, sans bande rythmo, et on doit avoir un œil sur l'image, un œil sur le texte, un œil sur la forme d'onde, et ça devient un peu compliqué. Et on n'enregistre jamais toute une scène quand c'est ce qu'on appelle des in-game, c'est-à-dire que comme vous êtes en train de jouer, vous allez déclencher une action, cette action va déclencher une phrase, donc je suis obligée moi d'enregistrer cette phrase toute seule. Je ne peux pas faire toute la continuité. Donc par exemple, je peux dire attention, attention, attention. Et voilà, tout ça pour le même petit moment, donc ça va être un travail énorme et à l'aveugle. Donc ce qui est intéressant, encore une fois d'un point de vue artistique, c'est de s'imaginer à chaque fois ce qui se passe et d'avoir tout un truc dans sa tête pour même un mot, de se faire son film en fait, en espérant qu'on ne soit pas trop à côté de la plaque par rapport à l'original. Et du coup, avec The Last of Us, il y a eu des conditions, alors effectivement des conditions très bonnes, voilà. Ça a été parfait. J'ai eu accès à énormément de choses. Sony nous a donné beaucoup d'informations et c'était très confortable et on a pu faire, je pense, une VF de très bonne qualité. Est-ce que tu as senti avec The Last of Us et peut-être des jeux vidéo sur lesquels tu as pu travailler après, est-ce que tu as ressenti un changement dans la manière de traiter le doublage dans cette industrie du jeu vidéo au fur et à mesure que le photoréalisme se développait En fait, on a de plus en plus à cœur de réaliser des bonnes VF puisque les gens les écoutent avec plus d'attention aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Il n'y a pas de débat VO ou VF. Il y a ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'entendre. Et nous, on est là justement pour que si vous avez envie d'entendre une VF, elle ne vous sorte pas de l'œuvre et qu'elle respecte l'œuvre et que vous soyez embarqué dans l'histoire. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas capables de lire, qui ne comprennent pas la langue. Je pense aussi à toutes les personnes qui n'ont pas qui ne peuvent pas voir, tout simplement. Plus les dyslexiques. Bien sûr, donc moi je suis là aussi pour que eux aient accès à tout. Alors peu importe, regardez ce que vous voulez. Et donc on est vraiment de plus en plus sérieux et on réclame de plus en plus de choses pour faire de belles VF, notamment en jeu vidéo. Donc d'avoir les images, d'avoir des bandes rythmo, d'avoir des informations. Qui suis-je? Que fais-je à ce moment? À qui je réponds? À quoi je réponds? C'est un peu la base, vous me direz, mais c'est pas souvent le cas. Y compris en manga aussi, il y a une volonté de faire aujourd'hui du manga de plus en plus qualitatif au niveau des VF. C'était pour l'instant un peu le parent pauvre, littéralement, des VF, malheureusement, parce qu'il y avait très peu de budget, donc très peu de temps. Et ce qui malheureusement donne lieu à des VF pas forcément hyper qualitatives. C'est en train d'évoluer et je suis très heureuse de ça. Oui, parce que toi, tu as pu travailler dans le courant des années 2010 et il y a eu des choses comme Last Exile ou Abenomachi qui devaient être faites assez vite puisque c'était destiné qu'on a soigné. Oui, je ne dis pas le contraire. Attention. Moi j'adore la VF d'Abenomachi. Si vous ne connaissez pas Abenomachi, c'est très foutraque, très délirant et effectivement c'était toi sur le personnage féminin et Benjamin Pascal sur le personnage masculin et c'est formidable. C'était un de mes premières séries animées. Alors justement, tu parlais de l'exposition du doublage aujourd'hui, de comment ça a évolué, de comment les gens sont plus attentifs et plus renseignés sur le métier. Toi-même, tu as réalisé sur ta chaîne YouTube une vidéo pour expliquer le parcours de comédien, comment on en vient au monde du doublage. Est-ce que tu as senti en faisant cette vidéo l'envie d'en savoir plus de ton public? Alors là, depuis quelques années, il se passe un truc, c'est que les comédiens de doublage sont mis en lumière. C'est aussi grâce au Star Talent, quelque part, puisque même s'il y en a qui râlent d'avoir des voix
qui ne sont pas forcément des voix de comédiens ou de comédiens de doublage dans des films, ça a quand même permis de mettre en lumière notre métier. Ça a eu quand même un impact assez positif. Et puis, du coup, comme ça a été mis en lumière, il y a plein de gens qui ont envie aujourd'hui d'en faire leur métier et qui se demandent comment on fait, puisque c'est vrai que c'est assez confidentiel. C'est ce que je te disais, on a tendance à penser que c'est un peu comme une carrière d'acteur. On va recevoir des propositions, avoir un agent, répondre à des annonces de casting, alors que ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est un petit peu différent. Et plein de personnes me posent des questions, me posent les mêmes questions, bien sûr. Comment faire pour faire du doublage de voix? Et j'avais réalisé une petite vidéo sur YouTube pour faire une réponse générale, globale, accessible à tous. Alors aujourd'hui, je l'ai mise en privé parce que les choses ont changé. En fait, dans ma vidéo, j'expliquais qu'il fallait déjà, première chose, avoir une formation de comédien. C'est pas... je pense pas que ce soit obligatoire parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont un talent inné et qui peuvent s'entraîner chez eux très bien et apprendre à être comédien de chez eux sans forcément suivre de formation. Mais à l'heure actuelle encore, dans mon milieu, dans le doublage de voix, c'est un pass qui est demandé. Et donc faire une formation de comédien ou de comédienne, c'est un accélérateur de carrière. C'est vraiment parce que sinon les portes se ferment devant vous, c'est pas la peine d'essayer. Donc, et puis c'est toujours bien, parce que quand on fait une formation d'acteur, on apprend à interpréter les personnages, mais aussi à dire un texte, à articuler convenablement, porter sa voix, poser sa voix. Donc c'est quand même une formation intéressante si on veut faire du doublage. Sachant qu'il faut aussi se méfier des formations qui ne forment qu'au doublage. Les écoles et je grille les étapes. Oui, toutes les étapes. Donc dans ma vidéo, j'expliquais ça. Donc on commence par ça, et puis ensuite, on vient au studio. Et c'est là que ça n'est plus d'actualité. Puisque, alors, à l'époque, on pouvait venir, on prenait les adresses des studios, on arrivait à l'accueil et on demandait si on pouvait rencontrer des DA, et puis on parlait à des DA qui passaient comme ça, on leur filait le CV, parfois de manière très rapide, ou alors on pouvait avoir un rendez-vous et on venait assister aux séances. Donc c'est-à-dire regarder comment les comédiens travaillent et se former en les regardant travailler. Aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que déjà, il y a eu le Covid, donc on a limité... moi, j'ai passé 2 ans toute seule en studio, j'avais plus les copains pour enregistrer, j'étais un peu triste. Et puis, il y a aussi la confidentialité qui est devenue drastique. Donc, sur un produit Netflix, sur un produit Amazon, sur un produit Disney, ah bah non, tu vas pas venir regarder ta série, tu vois, en studio, quoi. Tu veux dire qu'on peut pas venir voir un nouveau Star Wars en même temps? Non. Dommage. Quelle intimité. Donc, comme ça n'est plus d'actualité, j'ai préféré enlever ce conseil pour pas que les gens se méprennent. Et du coup, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué de démarrer puisque on est aussi sur un flux qui est assez tendu. On enregistre beaucoup de choses. Donc, pour enregistrer vite, il faut être performant. Pour être performant, il faut déjà être formé. Et c'est pour ça qu'on entend un peu les mêmes voix actuellement depuis un moment. C'est parce qu'on est assez peu finalement à pouvoir endosser un rôle principal et à débiter toutes les lignes de dialogue assez rapidement et assez efficacement pour que tout rentre dans les temps impartis, les budgets, etc. Et c'est un tort, c'est un peu dommage. Je pense que ça va évoluer et que les portes vont se rouvrir d'une manière différente avec les stages et les formations. À l'heure actuelle, il existe des stages et des formations. Toujours pareil, on va vous demander si vous avez une formation de comédien. Donc c'est un peu pas la peine d'essayer si c'est pas le cas. Et puis, il faut bien vérifier que ce stage ou cette formation est donné par quelqu'un qui est actif et qui est directeur artistique. Ça ne sert à rien, il n'y aura pas de débouché si vous allez faire une formation avec un comédien. Ça peut être très intéressant. Ou alors avec quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne travaille plus, et qui va vous demander beaucoup d'argent. Parce que généralement, les formations, que ce soit conservateur de théâtre, conservateur de théâtre, cours d'actorat, ce genre de choses, c'est déjà un coût. Et les stages de doublage ont également un coût. Donc, quitte à dépenser de l'argent, autant que ce soit avec des personnes qui vont vraiment vous faire travailler par la suite. Est-ce
ce que tu disais sur la formation de comédien et des stages qui exigent une formation de comédien, c'est intéressant parce qu'effectivement il y a ce côté incarner un personnage que tu évoquais. C'est la qualité principale. C'est ça. Et les écoles qui proposent de rentrer directement dans le métier de la voix sans être passé par l'incarnation du personnage, il faut s'en méfier aussi. Il faut s'en méfier. Après, comme je dis, il n'y a rien d'impossible. C'est un métier artistique comme chanteur, comme acteur, danseur, actrice, chanteuse. Pardon, je mets les masculins. Mais on peut débarquer par hasard, avoir une chance phénoménale. Mais autant mettre toutes les cartes dans son jeu, ou toutes les... je sais plus l'expression, je suis en train de mélanger. Chances de son côté. Toutes les chances de son côté. Et autant avoir une formation. Et puis c'est très intéressant d'avoir une formation de comédien. Puisque normalement, si on veut faire du doublage, c'est aussi qu'on veut jouer des rôles. En tout cas, moi, c'est ma motivation principale. C'est j'ai envie d'interpréter des personnages, j'ai envie de jouer des rôles. J'ai pas envie juste que ma voix soit dans un jeu, dans le truc que j'aurais aimé faire. Voilà, j'ai un regret de toujours, c'est de ne pas avoir fait Harry Potter, c'est sûr, mais c'était pas pour Harry Potter parce que j'aime Harry Potter, c'est parce que j'aime le rôle d'Hermione et que j'aurais vraiment été bien, je pense, dans ce rôle. Je ne l'ai pas fait. Et voilà, il ne faut pas se dire, ah bah tiens, j'ai un manga que j'adore, une série, donc ce que je veux faire, c'est faire une voix dans ce truc, parce que déjà, il y a peu de chances que ça arrive, c'est encore limité des chances. Et puis parce que c'est pas la motivation normalement qu'on doit avoir. La motivation qu'on doit avoir, c'est jouer la comédie. Les directeurs artistiques ont tendance à se méfier, j'allais dire, des profils que tu évoquais, des gens qui veulent absolument être dans telle œuvre. Ouais, il faut pas montrer. Alors vous avez le droit d'être fan, hein, mais ne le montrez pas. Faites genre. Qu'est-ce que c'est que cette série? J'ai jamais entendu parler. Surtout que c'est difficile avec ce que tu disais sur le fait de ne pas savoir, avant de passer les essais, de quoi il va s'agir. On ne sait pas. Et on ne peut pas contacter, c'est-à-dire que même si j'avais l'info, je ne l'ai jamais, même si j'ai l'info que tel directeur artistique est en train de doubler le prochain Harry Potter, je ne peux pas l'appeler, déjà ça se fait pas, et de manière générale, je n'ai pas cette info. Je peux pas forcer pour avoir un rôle dans quelque chose de précis. Ça fait pas partie de nos codes, voilà. Donc on est juste là, on essaie de se démarquer, on essaie de faire notre travail du mieux possible, de montrer qu'on est capable de faire plein de rôles différents. Et puis, on a la chance parfois d'être envisagé sur des rôles sympas. Alors justement, tu parlais de la carrière, de la comédie, etc. Toi, tu as commencé enfant, on l'a dit, tu as travaillé sur Bambi, tu as travaillé sur des rôles de jeune fille, à l'époque où tu étais toi-même jeune fille. Est-ce qu'à un moment, en même temps que tu as grandi, la question s'est posée pour toi de continuer dans cette voie? Parce que j'imagine qu'à côté de ces rôles de doublage que tu faisais, tu avais une scolarité, tu avais... Est-ce que à un moment s'est posé la question de est-ce que je continue dans cette activité qui me plaît? Jamais. Ça n'a jamais été une question. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours continué. Et puis ma scolarité, bon, j'ai été scolarisée à la maison, j'ai fait tout par correspondance. Je te demande pas des bulletins de notes, je te rassure. Non, c'est pas ça, j'avais des très bonnes notes, mais j'étais à la maison, c'est-à-dire que je travaillais. La priorité depuis toujours, ça a été de travailler. Donc c'est très particulier comme cursus, voilà, qu'on ne reproduit pas forcément tous les jours chez soi. Et j'ai suivi ma scolarité par correspondance jusqu'à Bac-1. Et j'ai laissé tomber parce que je travaillais, je voyais pas l'utilité de continuer, d'avoir un diplôme et de perdre du temps entre guillemets à étudier. Ça aurait pu être une erreur fatale parce que j'aurais pu très bien me retrouver à 20 ans seule dans un appartement, à plus avoir envie de faire ce métier et pas pouvoir me retourner parce que pas la possibilité de faire des études financièrement et puis même sans bac, c'est un peu compliqué. Mais j'ai eu de la chance. Ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais remis en question cette vocation. Ouf. Alors, on va revenir un petit peu sur ce que tu disais vis-à-vis des dessins animés. Tu as parlé du fait que c'était assez rare que les réalisateurs s'intéressent au doublage étranger de leurs œuvres, mais tu as aussi parlé des dessins animés français. Tu as travaillé sur Wakfu, mais avant tu as travaillé aussi sur La Famille Pirate. C'est mes souvenirs d'enfance, c'est pour ça que ça m'a marqué. Bête aussi, je faisais Camille la Chenille. La Famille Pirate, je faisais Marie-Rose et Rosemary, c'était rigolo, c'était une petite fille qui parlait avec une voix très méchante, ça. C'était rigolo.
Et du coup, la question que je voulais poser vis-à-vis de ça, c'est quelle est la différence entre le doublage où on incarne un personnage qui existe déjà dans la bouche d'un comédien étranger et la création de voix où vraiment... Parce que j'ai rencontré mon copain il y a bientôt 3 ans maintenant, et lui il m'avait déjà, il était fan de Wakfu, il m'avait déjà vu dans une vidéo ou un truc comme ça. Et puis en vivant avec lui, un jour il me dit mais c'est drôle parce que le personnage que j'entends le plus quand tu parles naturellement, c'est Amalia. Alors sur le coup je l'ai un peu mal pris parce qu'Amalia elle n'est pas forcément super sympa tout le temps, mais en même temps c'est normal parce que c'est vraiment... J'ai créé le personnage aussi avec mes propres intonations, mes petits gimmicks, des choses. Alors je ne suis pas aussi précieuse qu'elle, heureusement, mais il y a, par exemple, j'avais un délire avec un pote à l'époque en 2008, c'était la première saison de Wakfu, et on s'appelait, puis on faisait Kewa, Kewa, comme ça. Et ben, je l'ai mis sur Amalia, j'ai fait Kewa et voilà, des petites choses comme ça qu'on a trouvées au fur et à mesure des enregistrements. On a été chercher aussi sa personnalité, faire en sorte qu'elle soit énervante mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que tout le monde la déteste, il fallait qu'elle ait un côté touchant, voilà, donc elle est attachante de ce qu'on dit. Et ça c'est une bio Twitter ça. Ouais. mais voilà, c'est un travail qui est différent et qui est aussi très agréable parce que là on est en création, ce qui est vraiment le terme création de voix, donc création de personnages, recherche de personnages. Et évidemment, on va travailler d'une manière plus lente et plus en recherche. On a beaucoup plus de temps normalement sur les créations. Les Mystérieusités d'or aussi, on travaillait avec le storyboard. Donc c'était trop cool. Et le réalisateur qui nous disait attends là, vas-y, fais un petit truc en plus. Là, ils vont courir. Il n'arrêtait pas de nous demander de faire des réactions tout le temps pour avoir plein de trucs pour animer les personnages. Donc on était genre qu'est-ce que je suis en train de faire? Et voilà, à l'aveugle, c'est un peu perturbant, c'est un peu différent, mais en même temps, voilà, on est complètement dans la création du dessin animé. D'autant plus que les animateurs peuvent aussi, tu parlais du délire de que tu as mis sur le personnage, les animateurs, si quelque chose leur plaît, peuvent suivre tes propositions et créer de nouvelles animations à partir de... Ils animent vraiment le personnage en fonction de ce qu'on a fait, quoi. Donc voilà, j'attends avec impatience Wakfu saison 4. Bah, l'appel est lancé, j'imagine qu'il y aura peut-être un crowdfunding, donc restez à l'affût. Si vous avez, il y a déjà eu. Oui, il y en a eu un pour la saison 3. Il est bouclé. Ah, il est bouclé. Oui, saison 4, bientôt. Ah, mais moi je suis pas l'actu de Wakfu. Pas à la page. Quelle indignité. On attend aussi Zelda. Évidemment. Alors justement, j'allais parler un petit peu du personnage de Zelda. Quand on est sur une licence aussi attendue, on va dire, parce qu'il y avait vraiment une pression qui reposait sur les épaules de Nintendo et de ce jeu au moment de sa sortie, et j'imagine encore plus quand c'est la première fois que le personnage a la parole, après 20 ans d'existence. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire ou est-ce qu'au contraire le fait, comme tu en parlais, d'être parfois à l'aveugle, d'être parfois pas trop guidé, pas trop pris par la main pour le jeu vidéo, est-ce que ça libère ou au contraire est-ce que ça met cette pression? Alors Zelda c'est très particulier parce qu'ils m'ont caché jusqu'au dernier moment que c'était Zelda. J'ai appris que je faisais Zelda quand je suis arrivée en studio. Alors que j'avais passé des castings et tout ça. Voilà. Donc, grosse surprise. Et puis, donc, il m'explique qu'elle n'a pas eu de voix, qu'elle ne parlait pas auparavant. Donc, grosse pression. Et puis après, j'ai vu les scènes. J'ai fait OK. Il va falloir emmener les gens, il va falloir que les gens ressentent des émotions. Il va falloir les embarquer et les faire aimer ce personnage. Donc les enregistrements se sont super bien passés, on a fait quelque chose de très précis, on a même pris des libertés un petit peu avec le japonais, ce qui n'est pas habituellement pas ma façon de faire. J'aime beaucoup vraiment coller au plus près de l'interprétation de la comédienne en original, je tiens beaucoup à ça, mais il y avait des moments où j'étais pas d'accord avec elle sur les façons de jouer. Il y a eu quelques scènes comme ça où j'étais pas trop d'accord. Et on a pris la décision, avec l'accord de Nintendo, avec
on était tous ensemble, on a pris la décision de changer quelques petites choses dans les interprétations pour amener vers plus de naturel, en tout cas pour notre oreille européenne. Mais c'était quand même un choix, qui aurait pu être compliqué à assumer après, quoi. Parce qu'après, s'il y a des gens qui viennent nous dire comment ça, t'as pas respecté le japonais, c'est pas bien et tout. C'est un risque à prendre. C'est un énorme risque qu'on a pris. Et puis, il y a eu un scandale parce que Nintendo a annoncé que Zelda serait jouable uniquement en français, qu'on ne pourrait pas changer la voix. Et alors là, tout le monde était vénère. Non, nous, on veut le japonais, on veut avoir le choix, ça suffit, pas content, pas content. Moi, sous confidentialité, je ne pouvais pas dire quoi que ce soit. Donc, personne ne savait encore que ce serait moi. Et dans mon coin, je me disais, oh là là, j'espère qu'ils vont être quand même pas trop énervés. Et puis, qu'ils vont attendre de voir, parce qu'en fait, c'est comme s'ils avaient décrété que la VF était mauvaise avant même d'écouter la VF. Et puis finalement, ça s'est très bien passé, j'ai eu des compliments et tout ça, donc ouf, voilà. Mais pendant la première semaine après la sortie du jeu, j'étais au taquet, je regardais tous les let's play, j'écoutais tout le monde, je regardais un peu ce qu'ils se disaient, et puis les retours ont été vraiment phénoménaux. J'ai eu beaucoup de compliments, j'ai eu beaucoup de conventions, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'ai demandé à tout le monde, est-ce que vous avez pleuré? Et on m'a beaucoup répondu oui, donc ça m'a fait très plaisir d'avoir fait pleurer les gens. C'est bizarre, hein? C'est hyper méchant. Ben oui, mais en même temps, ça veut dire que j'ai réussi. Ça veut dire que j'ai réussi mon métier. J'ai transmis une émotion et j'ai emmené les gens vers quelque chose qui les a touchés. Et ça, c'est la réussite de mon métier. Comme avec Ellie, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré à certains moments. Et j'ai réussi à les embarquer. Mais c'est intéressant ce que tu dis justement sur le fait de transmettre une émotion et d'avoir touché les gens. Aujourd'hui, de la même manière que Ellie, ça a été le cas à l'époque, aujourd'hui on n'imagine pas une autre voix que la tienne sur le personnage de Zelda, qui est revenu sur Hyrule Warrior, l'ère du fléau, ce genre de choses. Et j'imagine qu'on te verra sur Breath of the Wild 2. Il n'y a pas de raison, normalement. On espère. On croise les doigts. Et on fera une pétition si c'est pas le cas. Et justement, tu parlais du fait d'une possibilité qu'on a en France qui n'existe pas au Japon, de changer des voix, ce genre de choses. Est-ce que tu penses que la mise en lumière du doublage qui a pu avoir lieu ces dernières années, etc., est-ce que ça donne plus de pouvoir au public sur cette conservation de la voix au fur et à mesure des supports et des itérations d'un personnage? Moi, je pense que l'avis du public, en tout cas, et le respect de l'oreille du public est de plus en plus pris en compte et respecté. Après, il arrive qu'il y ait des changements pour X ou Y raisons, parfois qui n'ont rien à voir avec des choix artistiques. Et voilà, c'est comme ça. Mais de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus cette volonté de respecter telle voix pour telle comédienne ou tel comédien, pour avoir un suivi et que les gens puissent... En fait, le but du jeu, c'est de ne pas sortir en se disant oula, mais c'est bizarre, sortir de l'histoire en se disant mais c'est pas la voix que je ça connais. marche pas. Ouais, voilà. Donc on essaye en tout cas aujourd'hui de faire de plus en plus ça. C'est l'impression que j'ai. Alors, j'ai une question un peu anodine en parallèle, puisqu'on parlait de Zelda. Il y a certains vidéastes que je salue s'ils sont là, qui ont mis en lumière quelques légères mais existantes différences entre la version française de Breath of the Wild et la version française-canadienne de Breath of the Wild, avec quelques répliques un petit peu différentes. Non, mais c'était les mêmes comédiens, okay. Mais il y a quelques reformulations. Ah oui, est-ce que toi tu l'as enregistré, est-ce que on te disait c'est pour le Québec Non, en fait je suis revenue pour une séance spéciale version canadienne, ouais. Mais j'ai cru que tu allais dire ils ont comparé, c'est pas possible, j'ai fait les deux. Mais il y avait typiquement quelque chose qui était présent dans la version française sur un personnage, pas le tien, celui de Frédéric Soutrel, où il disait allez, on va les canarder. Et comme c'est une expression imagée qui ne parle pas du tout aux Québécois, ça avait été réenregistré, prêt à leur tirer dessus. Est-ce que, donc du coup, j'imagine que toi, tu as eu aussi des répliques de ce genre-là Alors, je ne me rappelle pas du tout de quelle réplique
Mais c'était 2017, je crois, l'enregistrement. Non, mais aussi, c'est une question à la con. Ça intéresse 3 personnes ici. Qui est intéressé par cette réponse? Ah, si, quand même. Il faudrait que je sache alors quelles phrases ont changé, comme ça je pourrais le ressortir. Mais non, ça a été l'objet d'une séance particulière, puisque quand on a enregistré la première version, la version, quand on a fait le doublage, on ne savait pas encore que ce serait la version enregistrée en France qui serait diffusée aussi au Québec. Donc quand ils l'ont su, ils ont tout vérifié, et puis pour les petites choses, les petites formulations qui n'étaient pas forcément familières pour l'oreille québécoise, j'ai réenregistré. Et j'ai été envoyée en convention au Québec. Voilà, ça m'a permis de faire un très beau voyage. Et pour ça, merci Zelda. Tu parlais des propositions que tu as faites sur Zelda qui différaient parfois de l'intention de l'artiste original. Moi, ça me fait penser à un autre animé que tu as fait qui, je crois, t'a beaucoup plu, puisque tu en as parlé tout à l'heure, qui était Gurren Lagann. Gurren Lagann, moi, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo dessus parce que le doublage m'a particulièrement marqué. C'est une vraie grande réussite. Ceux qui ne connaissent pas Gurren Lagann, je vous invite à le regarder, et je vous invite à le regarder en français. Et justement, il y a de très belles propositions sur le personnage de Nya, je crois, où effectivement la version japonaise a une voix un peu plus stridente. Oui, stridente, faible même, j'allais dire, et tu donnes un peu plus de force à ce personnage. Je sais que le directeur artistique de cette VF, Thomas Guitard, était très attaché au caractère de cet animé. Comment ça se décide sur le plateau, ce genre de changement? Ça se décide très simplement. On écoute la scène, on entend ce qu'elle fait et on dit non, pas possible. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Donc voilà, tout simplement. On a essayé de choisir. On a essayé d'aller ensemble dans cette petite voie qu'elle a au tout début, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, les personnages évoluent et grandissent, ce qui est assez rare dans un animé, assez rare pour être souligné, surtout pour les animés de l'époque. Et voilà, donc tous les personnages ont une évolution et n'ont pas le même âge du début à la fin. Donc au tout début, elle est toute petite, toute fragile, toute mignonne, et elle a une espèce de toute petite voix qui était archi aiguë en original. Donc on a voulu vraiment emmener sur plus de douceur pour qu'on s'attache à ce personnage, voilà. Et je ne vous dis pas la suite parce que sinon c'est du spoil. Voyez Gurren Lagann, c'est trop bien. Justement, tu parles d'animation japonaise. Le jeu d'acteur dans l'animation japonaise, qui est hérité, qui a un autre héritage que le nôtre, on parle souvent du théâtre kabuki, etc., et d'intention de jeu parfois exagérée par rapport à notre oreille d'occidentale. Comment ça s'adapte ça sur les plateaux? Comment on transpose un jeu très japonais dans un jeu occidental tout simplement? Alors déjà, il y a une différence énorme de travail entre les Japonais et nous, c'est que les Japonais ont méga plus de temps. Et eux, ils ont le scénario, ils travaillent leur rôle, ils enregistrent en y mettant vraiment beaucoup de cœur, comme au théâtre. C'est comme une pièce de théâtre. Et comme vraiment à fond. Et comme pour la création de voix en France, ils n'ont pas forcément toutes les images et ils travaillent avec les réalisateurs, ils travaillent avec les studios. C'est une approche différente. Nous, on a souvent, encore une fois, très très peu de temps pour tout enregistrer, à tel point que parfois, c'est la honte, parce que je trouve ça pas possible, on n'écoute même pas l'original. C'est-à-dire qu'on va enregistrer ce qu'on appelle nous au fusil, toutes nos lignes de dialogue très très vite, sans comprendre qui on interprète, quelle est l'histoire, parce qu'on va juste de phrase en phrase et on enregistre tout voilà, comme ça à la volée. Parfois même on ne réécoute pas. Bon, ça commence à disparaître cette façon de faire, mais c'est terrible parce que du coup on loupe toutes les intentions de jeu, toutes les subtilités. Tout ce qu'on voit, c'est un personnage qui s'agite à l'écran, qui fait plein de trucs différents, donc on essaye de suivre et ça donne des choses qui ne sont pas forcément géniales. C'est pas bien. Alors que si déjà on a plus de temps pour comprendre ce qu'on est en train de faire et qu'on écoute l'original et qu'on va dans la sincérité, on cherche la sincérité du personnage, il n'y a aucune difficulté à aller dans ce jeu. Il n'y a pas vraiment de... On ne peut pas dire que les Japonais font des choses vraiment exagérées. Oui, les personnages sont hauts en couleur, ils ont les traits de caractère sont un peu forcés, mais comme nous dans le cartoon,
il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une difficulté. La difficulté, et c'est pour ça que les voix françaises sont parfois pas top, c'est qu'on fait ça sans savoir ce qu'on fait. Donc on force un truc qu'on ne comprend pas. Donc forcément, en tant que comédien, si tu joues quelque chose que tu ne comprends pas, bah, tu vas être à côté de la plaque, tu vas être un peu faux. Après, sur peut-être certaines choses, pour l'oreille française, en effet, bah, on descend peut-être un tout petit degré, éventuellement, mais il faut que ça reste dans l'image, il faut que ça colle dans l'image absolument. Voilà, donc je pense qu'on aura des VF beaucoup plus qualitatives à partir du moment où on a le temps de les travailler tout simplement. Ces enregistrements au fusil, pour reprendre tes mots, tu penses que c'est ça qui a nui pendant un temps à l'image publique de doublage d'animation japonaise en France? Deux choses, enregistrement au fusil et puis désintérêt. C'est-à-dire que comme les comédiens ou même les DA ne comprenaient pas ce que c'était, ils n'ont pas fait la recherche ou l'effort de se dire attention, il y a un public derrière ça, des gens qui s'y intéressent réellement, ils n'ont pas compris forcément l'importance de ce qu'ils étaient en train de faire pour la culture. Et on fait bon ben voilà, lui c'est ça, vas-y. Ça c'est arrivé, malheureusement. Et ça ne devrait plus arriver. Ne serait-ce que parce que les directeurs artistiques, je ne sais pas si tu as observé ça, mais les directeurs artistiques qui travaillent aujourd'hui, évidemment, il y a toujours des pointures, des cadors du métier qui sont là depuis des années, les inamovibles, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de directeurs artistiques, de gens qui dirigent des animés japonais, qui sont des gens qui ont grandi avec des animés japonais. Oui, et ça change tout. Ça change tout. Quelqu'un qui aime ça, comme Grégory Lenné par exemple, il connaît, il sait ce que ça, il connaît la culture, il parle un peu japonais. Tu vois, ça change beaucoup de choses. Mais lui c'est pareil, et il explique s'il n'a pas le temps, on ne peut pas faire quelque chose, quand on n'a pas le temps, on ne peut pas diriger des acteurs et faire quelque chose de quali. Donc on en revient à ça, même si tu es super passionné et si tu forces tes acteurs à rester jusqu'à 22h, il y a quand même une limite. Et voilà, et c'est justement vous, le public, en disant on aime le manga, on a envie d'avoir des belles VF, ça suffit, arrêtez de massacrer, et ben c'est en ayant cette puissance-là qu'après c'est entendu, puisque ça marche comme ça. Si vous achetez, on fait en sorte quand même que vous soyez content, quoi. Donc c'est la loi du commerce, normalement. Donc je compte sur vous. L'appel est lancé. Je ne sais pas quelle heure il est, si on a encore... Eh ben, on n'a plus que 5 minutes, je crois. On devait partir à 14h, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, alors, la dernière question que je te poserai, il y a plusieurs comédiens, notamment comédiens, directeurs artistiques, bref, des gens du métier, qui s'inquiètent un petit peu de certaines évolutions techniques, les voix automatiques qui aujourd'hui sont balbutiantes, et on entend toujours ce genre de voix automatique qui pour l'instant sont expérimentales, mais il y a régulièrement des démonstrations qui montrent qu'avec des voix synthétiques, on arrive à reproduire des intentions, des émotions, etc. Et je sais que ça fait peur à une partie du métier qui ont l'impression que c'est bientôt la fin signée de cette industrie, de cet art. Est-ce que toi tu as un avis sur la question? Est-ce que tu es inquiète de l'avenir du doublage? Alors je ne suis pas très inquiète, c'est une question qui est assez large. Première chose, voix synthétique. Je pense que c'est une possibilité, mais que ça ne pourra pas remplacer tous les doublages de voix off. Peut-être pour du documentaire, peut-être pour de la voice-over, ce genre de choses. Dans ce cas, c'est aussi à nous, comédiens, de montrer qu'on varie et qu'on met des émotions et qu'on met quelque chose. Si en tant que comédien, tu fais un documentaire et que tu fais toutes tes phrases, j'en connais, qui font toutes les phrases de la même manière avec la même intonation, bah oui, on peut te remplacer par un ordinateur. À toi de prouver. Le cours de toutes ces forces, c'est là le prix de sa liberté. Ouais, voilà, mais c'est à nous aussi de prouver qu'on n'est pas remplaçable en mettant voilà, cette notion d'émotion, cette notion de varier les rythmes, d'interpeller d'une manière différente. Donc, si on est remplacé par des machines, peut-être qu'on serait un peu responsable à ce niveau-là, et on ne sera pas remplacé sur l'entièreté des programmes, ce n'est pas possible, parce qu'il y a des choses humaines qu'une machine, à l'heure actuelle, ne pourra pas reproduire.
Ça marche sur des choses très linéaires, ça marche sur des choses, voilà, mais dès que quelqu'un va devoir crier, pleurer, mettre une émotion forte, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit remplaçable. Donc je ne suis pas spécialement inquiète. Si jamais ça arrivait, je vendrais très cher mes intonations, et comme ça je serais tranquille, je pars à la retraite, pas de problème. Autre chose, à l'heure actuelle, on est dans un âge d'or complètement du doublage, puisqu'il y a énormément de plateformes qui remplissent leur catalogue, et donc on doit doubler à une vitesse qui est infernale. Ça c'est un peu inquiétant, parce que je pense que la qualité baisse d'autant, mais j'espère que ça va se calmer. Et surtout, c'est très lourd sur les épaules des personnes, justement, comme je te disais, qui travaillent très souvent, puisqu'on appelle toujours les mêmes, parce qu'on les connaît et on sait qu'ils sont performants, mais du coup, les mêmes travaillent aussi beaucoup, et puis il y a un essoufflement là, qui se fait ressentir. En tout cas, personnellement, je me dis, voilà, c'est un âge d'or, peut-être que dans 10 ans, ce sera fini. Donc, il ne faut pas que je fasse tout le temps la même chose, il faut aussi que je m'intéresse à d'autres aspects peut-être de ce milieu. Il y aura toujours des gens pour de la radio, il y aura toujours des gens pour de la voix off peut-être. Il y aura toujours, il faut pas se cantonner à un seul aspect. Et comme ça, peut-être, idéalement, je pourrais travailler jusqu'à ma mort. Est-ce que tu penses que le pouvoir des fans de tous les gens, il y en a quand même un sacré paquet qui sont là aujourd'hui, est-ce que tu penses que le pouvoir, la volonté d'avoir encore ton nom sur Zelda ou le nom de telle autre personne sur tel autre personnage, Donald sur Spider-Man, un exemple qui revient souvent, est-ce que tu penses que le pouvoir des fans peut être un bouclier contre cette évolution technique? Oui, totalement. Comme je te disais, le public est entendu, forcément. Après, moi, je dis toujours, faites ce que vous voulez, je continuerai de toute façon, que la VF soit écoutée ou non, je vais l'enregistrer. Et moi, je vais adorer le faire. Et je ne le fais pas pour qu'il y ait un public derrière qui soit en train de m'applaudir. Voilà. Évidemment, c'est très plaisant et j'adore venir en convention, vous rencontrer, et j'adore échanger avec vous et recevoir des compliments. Forcément, personne déteste ça, mais je ne le fais pas à la base pour ça. Je le fais juste pour jouer des personnages. Donc, tant que je peux continuer, c'est super. Et si la volonté du public aide à ce que ça reste un métier où on fait ça avec envie de respecter une certaine qualité, tant mieux, c'est super, c'est tout ce que je demande. Écoutez, je crois que le pouvoir est aussi entre nos mains, définitivement. Merci beaucoup, Adeline. Merci. Passez une bonne fin de convention. Tu restes en dédicace, toi, aujourd'hui? Alors là, je vais être en dédicace de 15h30 à 17h30 seulement. Et puis, je pars ce soir, je serai demain à Paris Manga. Écoutez, si vous voulez rencontrer Adeline, vous avez encore profitez-en. quelques heures devant vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu.